Bienvenue dans Parlons Symboles, le podcast qui explore les symboles du monde. Je suis Léa et je suis sémiologue. J'étudie les symboles pour celles et ceux qui souhaitent lire le monde autrement. Ici, je vous partage les points d'appui qui fondent ma sémiologie, les auteurs qui irriguent ma pensée, les récits qui façonnent nos imaginaires et les symboles qui peuplent l'histoire et continuent de parler au présent. Et parce que comprendre est toujours plus riche lorsqu'on dialogue, j'invite aussi des experts et des artisans du sens. Historiens, artistes, chercheurs, pour croiser les regards et ouvrir d'autres portes de lecture. Alors installez-vous, ouvrons les yeux et parlons symboles. Bonjour et bienvenue dans cet épisode, dans cet enregistrement. Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer avec vous un concept qui est fascinant, qui est galvaudé selon moi et qui traverse tous les siècles et toutes les cultures, l'archétype. C'est un mot qu'on utilise souvent sans vraiment en connaître les origines. Et vous allez le voir, derrière ce terme-là, une réalité philosophique, une réalité riche et un peu complexe. Donc on va essayer de voir des temples de la Grèce antique jusqu'au cabinet des psychanalystes modernes, comment l'archétype a voyagé, comment il s'est transformé, et surtout comment il continue d'influencer notre façon de comprendre l'esprit humain et les récits qui nous constituent. Donc alors, installez-vous confortablement, on va embarquer pour ce voyage. Commençons par le commencement, le mot lui-même. Alors, qu'est-ce que veut dire archétype ? C'est un terme grec qui n'est pas simple, qui est composite puisque nous avons le préfixe arché qui signifie ancien, premier. Attention ici, c'est pas seulement premier dans le temps, chronologiquement, mais c'est aussi premier dans l'essence des choses, ce qu'on va appeler ontologique. C'est-à-dire que c'est ce qui est à l'origine, ce qui est fondamental dans l'être même. Et puis ensuite, on a toupos. Ici, c'est presque tactile, puisque à l'origine, toupos désigne un coup. Si vous imaginez un point qui frappe, qui laisse son empreinte dans l'argile, c'est exactement ça. Le coup et l'empreinte qu'il laisse. Peut-être aussi, vous pouvez penser à un moule et à l'objet qu'on en tire. Et c'est de là que va découler tous ces sens de figure, image, ébauche, et la façon dont on va le comprendre. L'archétype, c'est littéralement le modèle premier, l'empreinte originelle et le moule dont tout le reste découle. Et puis dans la philosophie grecque, ce terme, il va désigner les fameuses idées platoniciennes. Pour Platon, vous le savez peut-être, notre monde visible n'était qu'une copie d'un monde parfait, invisible, celui des idées. Donc quand vous voyez un cheval, par exemple, ce n'est qu'une manifestation imparfaite de l'idée du cheval, l'archétype éternel et parfait qui existe dans ce monde des formes pures. Tous les chevaux que vous croiserez dans votre vie ne sont que des reflets et des ombres projetées de cet archétype qu'on pourrait dire immuable. Notre réalité ne serait qu'un théâtre d'ombres, Donc voilà, ça c'est dans la pensée platonicienne. Ensuite, si on avance un peu dans le temps, on va au 1er siècle de notre ère avoir des penseurs comme Plotin par exemple ou encore Irénée de Lyon qui vont s'emparer de ce concept-là et vont lui donner une autre coloration ici cosmogonique. C'est-à-dire que l'archétype va devenir un modèle de création du monde. Il ne s'agit pas d'une idée abstraite, mais d'un schéma selon lequel l'univers lui-même a été façonné. C'est comme le plan divin de la création. Et puis, au XVIIe siècle, vous allez avoir le philosophe français Malebranche qui va reprendre ce terme dans un contexte chrétien assez précis. Parce que pour lui, les archétypes ne sont ni plus ni moins que les idées présentes dans l'esprit de Dieu. Selon Malebranche, la substance divine contient l'archétype ou le modèle éternel de toutes les créatures. Donc, avant même que vous et moi n'existions, avant même que le premier arbre ne pousse par exemple, ou que le premier oiseau ne vole, nous existions déjà comme archétype dans la pensée de Dieu. Donc c'est une idée à la fois rassurante et troublante, parce que nous serions tous des copies d'un original divin, comme des variations sur un thème. Et puis vous allez avoir Berkeley et la perception aussi divine. Alors Berkeley, c'est un philosophe irlandais
du XVIIIe siècle, qui va pousser un peu la logique encore plus loin. Pour lui, les archétypes sont les idées de toutes choses telles qu'elles existent dans la pensée divine, avant même qu'elles ne deviennent perceptibles par notre esprit humain. Donc Dieu pense les choses, et c'est cette pensée qui leur donne existence. En fait, nous ne faisons ensuite que percevoir ce que Dieu a déjà conçu. L'archétype, c'est donc l'idée originelle, l'intention créatrice en fait qui va précéder toute manifestation concrète. Mais comment on considère l'archétype dans l'étude des contes, de la mythologie, par exemple des mythes? Comment il va venir se placer? Est-ce qu'on peut avoir un avis là-dessus? Voilà, j'avais envie un peu de revenir là-dessus parce que moi j'en parle beaucoup dans mes transmissions. Donc pour ça, il nous faut aller voir l'école historico-géographique finlandaise. Oui, je sais, ça fait un peu peur, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Au tournant en fait du XXe siècle, ce sont des chercheurs finlandais qui ont développé une méthode d'analyse qu'on appelle l'école historico-géographique. En fait, pour ces folkloristes que là, l'archétype, il prend un sens très concret. C'est la forme originelle, hypothétiquement reconstruite d'un type de conte ou d'un type de mythe. On parle aussi de... Bon, après, c'est du finlandais, du finnois, mais ur-forme, ça veut dire forme première, quelque part. Et là, il faut vous imaginer, vous collectez des centaines de versions d'un même conte à travers l'Europe. Ça peut être le petit chaperon rouge en France, en Allemagne, en Italie. Et vous voyez qu'en fait, chaque version va différer légèrement. Eh bien, l'école finlandaise, elle cherche à remonter à la source. Elle cherche à reconstituer la version originelle dont toutes les autres dériveraient. C'est un peu comme une enquête policière. À partir des traces laissées dans les différentes cultures, eh bien, on va essayer de retrouver le récit premier, l'archétype narratif qui aurait voyagé, se transformant au gré des migrations et des adaptations locales, quoi. En fait, c'est une approche qui a été critiquée depuis, parce qu'elle suppose qu'il existe toujours une origine unique, et ça, c'est vraiment assez discutable. Mais par contre, elle témoigne d'une fascination durable pour l'idée des formes premières, en fait, des modèles originels. Je vous renvoie évidemment, par rapport à ça, aux fabuleux ouvrages de Jean-Loïc Lequelec et Julien Duy, qui font ce travail par la phylogénétique. Phylomythologie génétique. En tout cas, ils utilisent des objets, des méthodes d'analyse scientifique qu'ils appliquent à la mythologie, et c'est fascinant pour comprendre par exemple quels étaient les premiers mythes finalement auxquels on avait affaire et qui témoignent des premières histoires que Homo sapiens se racontait. Donc voilà, si ça vous intéresse évidemment, moi je renvoie toujours à leurs travaux. Mais cette notion d'archétype, en tout cas, elle ne peut pas être complète sans qu'on parle évidemment de Jung et des fameux archétypes de l'inconscient collectif. Je pense que vous avez peut-être cliqué sur ce podcast pour en avoir le cœur net par rapport à ces archétypes de Jung, et je vous comprends parce qu'on en entend beaucoup parler. Donc alors, Carl Gustav Jung, psychanalyste suisse, qui va en fait à partir de 1920 à peu près complètement transformer ce concept et lui donner la portée qu'on lui connaît aujourd'hui. Encore une fois, moi je le dis souvent, Jung est un érudit, il a beaucoup étudié, il a beaucoup cherché. Et pour ça, en fait, on peut vraiment le remercier. Maintenant, il a une approche qui est toute particulière. La psychanalyse en soi, c'est aussi assez singulier. Donc voilà, à prendre toujours avec du recul. Mais c'est pas que pour Jung, c'est pour tout ce qui se dit un peu et se fait dans l'ésotérisme. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Jung, rapidement? Pour Jung, l'inconscient n'est pas seulement personnel. Même s'il est fait de nos souvenirs refoulés, de nos traumatismes individuels, en fait, il existe aussi un inconscient collectif qui est partagé par toute l'humanité, et cet inconscient, selon lui, fonctionnerait grâce à des symboles qu'on appelle les archétypes. En fait, ce qui est révolutionnaire dans son approche, c'est que ces archétypes ne seraient transmis ni par la tradition, ni par le langage, ni par les migrations. En fait, ils seraient comme innés, présents dans notre psyché dès la naissance, comme un patrimoine psychique universel. En fait, c'est un substrat préconscient, quelque chose qui existe en nous avant même que nous en prenions conscience. Les archétypes jungiens
ce sont des images primordiales, du coup des formes premières en allemand dont je vous ai parlé tout à l'heure, des structures psychiques fondamentales qui vont organiser notre façon de percevoir et de comprendre le monde. Maintenant, et c'est là que ça devient alors à la fois intéressant, à la fois frustrant, c'est que Jung lui-même n'a jamais vraiment donné de définition claire et précise de ce qu'est un archétype. En fait, il préférait donner des exemples et multiplier les illustrations. Par exemple, la plus célèbre, c'est l'archétype de la mère. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de tout ce qui se passe autour de Jung, mais il y avait les fameuses rencontres d'Eranos auxquelles il participait. Et donc, lors d'une conférence, en fait, aux rencontres d'Eranos, eh bien, Jung a consacré une intervention à l'archétype de la mère. Et plutôt que de le définir, eh bien, il en a listé les aspects. Et cette liste, elle était vertigineuse. La mère, la grand-mère, la fille ou l'épouse, la nourrice, l'aïeule, la déesse, la femme vêtue de blanc. Déjà, voilà, vous avez, c'est très large, vous voyez. Mais il a aussi continué sur l'église, l'université, la ville, le pays, le ciel, la terre, la forêt, la mer, la matière, les enfers, la lune, le champ, le jardin, la grotte, l'arbre, la source, le puits, la fleur. Voilà, il y avait une liste vertigineuse. Tout animal secourable aussi, la marmite, la vache, le lièvre, la sorcière, le dragon, la tombe, le sarcophage, la mort, le cauchemar. En fait, il précise même que cette énumération n'est pas complète. Et donc là, il y a un problème. En fait, une énumération d'exemples, aussi longue soit-elle, elle ne peut pas vraiment tenir lieu de définition. C'est comme si on vous demandait ce qu'est un animal et que vous répondiez en listant tous les animaux que vous connaissez, sans jamais dire ce que fait un animal et ce qui fait qu'un animal est un animal. Mais surtout, et là moi c'est quelque chose que je répète beaucoup à mes étudiants notamment, il y a plus grave que ça, c'est la question de l'universalité en fait. En cherchant l'universalité à tout prix, eh bien Jung il va ignorer les nuances particulières que chaque symbole peut prendre dans différentes cultures. Par exemple, si on prend un exemple concret, les mythes de création, ces récits qu'on appelle parfois parents du monde, un couple primordial qui va engendrer l'univers, eh bien, ça peut varier considérablement. Dans certaines cultures, l'élément masculin c'est le ciel et l'élément féminin c'est la terre. Dans d'autres, c'est exactement l'inverse. La terre est masculine et le ciel féminin. Si l'archétype de la mère était vraiment universel et inné, comment expliquer qu'il puisse s'incarner dans des figures aussi contradictoires ? Comment la terre peut être à la fois maternelle ici et paternelle là-bas. En fait, c'est ça, c'est un contre-exemple flagrant à la théorie jungienne. Ce qu'on appelle archétype pourrait en fait être en réalité culturellement déterminé, transmis par le langage et la tradition, plutôt qu'inscrit dans notre ADN psychique. Vous voyez ? Alors, au terme de ce voyage qu'on a fait ensemble aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Le concept d'archétype, il a parcouru un long chemin. On a le monde parfait des idées platoniciennes, l'esprit de Dieu chez les philosophes chrétiens, et sa place dans les contes populaires chez les folkloristes finlandais, puis enfin l'inconscient collectif chez Jung. On voit qu'en fait chaque époque elle a réinventé ce concept selon ses propres préoccupations. Les Grecs y cherchaient la perfection éternelle derrière les apparences changeantes. Les chrétiens y cherchaient le plan divin dans la création. Les folkloristes y cherchaient l'origine commune des récits humains, comme Jung cherchait les structures universelles de la psyché. Aujourd'hui, l'usage populaire du mot archétype, il emprunte surtout à Jung, même si sa théorie elle est restée très controversée. On parle d'archétype narratif dans les séries, d'archétype de personnages dans les jeux de rôle, d'archétype psychologique en développement personnel. Peut-être que la véritable valeur du concept d'archétype n'est pas dans sa véracité scientifique, mais dans ce qu'il révèle de notre besoin humain de trouver des modèles, des patterns, des structures qui donnent sens au chaos apparent de l'existence. C'est ça. Nous cherchons tous des archétypes, parce que nous cherchons tous du sens, des connexions, des échos entre notre expérience personnelle et quelque chose de plus vaste, de plus ancien, de plus universel. Peut-être que finalement, c'est ça le véritable archétype, cette quête elle-même, ce désir de relier notre histoire individuelle à une histoire collective, de trouver notre place dans un récit qui nous dépasse.
Alors merci. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration. N'hésitez pas à me partager en commentaire, en message privé ou sur toutes mes plateformes vos réflexions, vos questions et me dire peut-être quel archétype résonne d'ailleurs le plus en vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure intellectuelle et prenez soin de vous. Si cet épisode a éveillé votre curiosité, nous pouvons prolonger la conversation ailleurs. Vous me retrouverez sur Instagram et LinkedIn où je partage des analyses, des récits et des clés de lecture. Vous pouvez aussi découvrir mon travail et mes projets sur mon site caliantus.fr dédié à la sémiologie. Et si vous souhaitez accéder à des enregistrements exclusifs, vous pouvez rejoindre mon Patreon. N'hésitez pas à vous abonner à Parlons Symbole, à laisser un avis ou à partager cet épisode autour de vous. Merci pour votre écoute et souvenez-vous, le monde parle, encore faut-il apprendre à l'écouter.